Bienvenue dans cette émission qui s'intitule Les Escaliers, qui, je vous le rappelle, n'est pas une émission littéraire, mais juste un prétexte pour que je vous apprenne des trucs en vous divertissant, que je vous raconte un peu ma vie, mes expériences, au travers de textes que j'ai écrits il y a fort longtemps. Alors vous l'avez vu dans le titre, c'est la quatrième émission, mais on reste sur le troisième texte, c'est la partie 2. Si vous avez suivi la première partie, félicitations, vous êtes une auditrice, un auditeur assidu, ponctuel et fidèle. Merci beaucoup. Si vous prenez en route la lecture de ce texte et ce concept qui, je vous l'accorde, est un peu particulier, voire même assez étrange, bienvenue quand même, vous êtes très chanceux. Alors d'ordinaire, c'est vrai que quand on tombe sur une partie 2, on invite les gens à aller écouter la partie 1 pour ne pas être largué, pour ne pas avoir besoin de raccrocher au wagon et manquer d'informations. Là, en vrai, en toute sincérité, je pense que vous pouvez faire sans. En quelques mots, en quelques lignes, ce texte est vraiment le témoignage de moi à moi-même. Et en fait, le narrateur a envie d'ouvrir un bar, mais il est alcoolique. Ensuite, il expliquait un peu qu'est-ce que ça faisait quand il était trop saoul, donc tous les problèmes que ça engendrait dans sa vie. Et ensuite, là, je pense que la deuxième partie, eh bien, c'est une tranche de vie où le narrateur essaie de voir qu'est-ce qu'il pourrait mettre en place pour survivre. On va dire que c'est là où il fait le constat que vraiment il a un problème avec l'alcool et que c'est pas si facile de s'en séparer. Alors il va essayer de mettre en place plusieurs choses et c'est là où il se confronte à la réelle difficulté que c'est d'essayer de diminuer, voire de carrément supprimer l'alcool de sa vie. Alors je vous rappelle le titre de ce texte, ça s'appelle Au sans culotte. Au sans culotte, c'est le nom qu'il aimerait donner à son futur bar. Alors je vous le rappelle, c'est un texte assez autobiographique, donc bien évidemment, je vous l'avais donné en préambule, je suis abstinent depuis 7 ans. Oui, parce que bonsoir, c'est bien moi qui ai écrit ça, donc c'est bien moi qui ai eu un problème avec l'alcool. Alors ceci ne sera pas un message de la santé publique, mais buvez avec modération et moi je vous invite même à ne pas boire du tout. Et pour ceux qui pourraient s'identifier ou qui s'étaient déjà identifiés à l'écoute de la première partie de cette émission, eh bien le forum sur lequel j'allais à l'époque, c'était Alcool Info Service. Et il y avait sur ce site-là un forum pour les consommateurs. Et s'il y en a d'entre vous qui sont confrontés à quelqu'un de leur entourage ou de leur famille qui boit beaucoup d'alcool, qui a un problème, eh bien, il y a aussi une partie forum pour, justement les accompagnants, la famille. Alors j'invite tout le monde à aller sur ce site-là. Je ne me porte pas garant de ce qu'est devenu ce site parce que j'y suis allé juste là pour, voir si je pouvais retrouver des éléments, enfin des vieux trucs que j'avais écrits dessus. Mais le site s'est refait une peau neuve. Je ne le reconnais plus trop et je n'ai plus retrouvé mes codes, donc je ne pourrais pas aller lire ce que j'avais écrit dans le forum. Mais quoi qu'il en soit, je le rappelle encore une deuxième fois, si vous prenez en cours de route, c'est un témoignage qui s'inspire de justement tout ce que j'avais écrit sur ce forum à l'époque. On était en 2015 et moi j'ai arrêté de boire en 2018 et j'ai commencé à me rendre compte que j'avais un problème avec l'alcool, on va dire 2014. On va dire. Alors pour cette très longue introduction qui remettait un peu de contexte, on va aller s'attaquer à la suite du texte, d'accord? Est-ce que vous êtes prêts? Attention, c'est parti. Alors le narrateur expliquait qu'il se baladait dans les rayons de son supermarché et qu'il aimait bien s'arrêter au rayon alcool et qu'il y prenait beaucoup de plaisir à imaginer quel goût auraient toutes ces boissons dans sa bouche. Il expliquait qu'il se voyait un peu comme un peintre et qu'avec tous ces alcools-là, il pourrait dessiner un tableau incroyable. Et donc, si nous poursuivons la lecture, ça donne ça. Mais les jours passaient et j'avais un gin tonic perlé de rosée qui clignotait dans mon cerveau. Je ne voyais plus que lui. Il ne me quittait pas du matin au soir comme ce Graal qui devait torturer Arthur jusque dans ses cauchemars. J'ai tenu à cette première abstinence moins d'une semaine. Il me semble c'était un mercredi. Alors on va s'arrêter là, bien sûr. Je réexplique le concept, c'est que j'interromps la lecture parce que ce n'est pas une émission littéraire. Et voilà, je commente un peu ce que j'ai écrit. S'il y a des références parce que l'auteur se la pète un peu, il étale sa culture comme de la confiture, eh bien on va sur les internets, on fait une petite recherche et on va expliquer tout ça. C'est pour ça que je dis que j'aime bien vous apprendre des trucs. Parce que l'auteur aime bien étaler sa science et mettre plein de références un peu compliquées pour montrer qu'il est plus intelligent que les autres.
Alors la légende arthurienne, le Graal, Arthur, tout ça, je pense que j'ai pas besoin de vous les expliquer. Vous parlez français, j'imagine que vous êtes français, j'imagine que vous aviez accès à la télévision à l'époque et que vous avez tous vu la série qui passait sur M6, Camelot, d'Alexandre Astier. Je pense que vous avez peut-être même vu son film. Bref, je n'ai pas besoin de vous expliquer la légende arthurienne. S'il y a des Bretons, bonjour à vous. S'il y a des Bretonnes aussi, bonjour à vous. La forêt de Brocéliande, je crois que c'est ça, avec Merlin, tout ça, tout ça. Vous avez bien de la chance. Est-ce que vous avez vu des petites fées et des petits farfadets se balader dans votre forêt de Brocéliande? Moi, je suis très curieux. Je n'y suis toujours pas allé. Je n'ai pas eu l'occasion d'aller m'y balader, moi. Alors, pour tous les gens qui ont la chance de ne pas être, sujets aux addictions et qui ont du mal à se représenter ce que c'est le manque, ce qu'on appelle dans le jargon médical le craving, avec un bon accent français. Le craving, c'est défini par, une pulsion, une envie, mais qui est vraiment viscérale de consommer quelque chose. On pourrait associer ça à une envie de chier pendant que vous avez la diarrhée, par exemple. Excusez-moi pour cette petite vulgarité, ça ne me ressemble pas, en tout cas à l'antenne. Et donc le narrateur explique, qu'il voit, dans son champ de vision un énorme, verre de gin tonic et vous savez qui est tellement frais qu'il y a des petites gouttes qui perlent là à l'extérieur du verre et il est vrai, pour parler à la première personne moi, c'était bien ça, je marchais. Ça faisait une semaine que j'avais pas bu l'alcool et je voyais comme un néon, vous savez, à Las Vegas, un truc de casino à l'américaine qui clignote et c'était vraiment ça, ça pénétrait mon esprit et ça ne me quittait pas et c'était envahissant. C'était envahissant dans mon corps, mais même dans mes yeux et c'était atroce et c'est pour ça que ce qu'on appelle le craving, c'est ce truc où ça t'envahit tellement que tu ne peux plus lutter, tu n'as plus la capacité de lutter. Toujours pareil, s'il y en a, d'entre vous qui ont arrêté de fumer ou qui essaient d'arrêter de fumer, bah, c'est vraiment ça, quoi et c'est pour ça qu'on craque et donc le narrateur dit qu'il a tenu qu'une semaine. J'ai tenu à cette première abstinence moins d'une semaine, il me semble, c'était un mercredi. Je bus une bouteille de blanc, puis une de rouge, quelques verres de vodka caramel, et j'allais me finir au bar à la rousse 9%. Et voilà, et c'est bien là, en tout cas, qu'on comprend que l'alcoolisme, que le narrateur a un gros problème de consommation, il ne sait pas s'arrêter. Il boit un verre de blanc, la bouteille, une deuxième bouteille, il passe un alcool plus fort et après quand il y a plus rien à la maison, il part en recherche et il va dans le bar et il se bourre la gueule et je me souviens même, je m'en souviens très bien de ce bar, il était en bas de ma rue et déjà on note que le mec va boire tout seul, hein. Il boit tout seul, hein. Et je me souviens que j'étais allé vomir dans l'évier de ce bar entre 2 verres de cette, bière là, de cette pinte de bière et ce qui est encore plus dramatique, c'est que je me souviens que j'avais voulu recommander là, à cette soirée-là et la meuf m'avait dit: «Non, c'est mort. Tu es beaucoup trop saoul et on va attendre la suite du texte. Est-ce que vous êtes prêts? Ça continue ainsi. Pourtant, quand je me servais de ce spiritueux, mon bras disait: Bois. Alors que mon cœur pensait: T'as un problème, mon gars. Et je buvais à contre-cœur. Et pour vrai, sur la tête du haut sans culotte, je me suis à ce moment-là aperçu que j'étais foutu. Ça y est, le narrateur est en train de comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche quand tes actions ne te donnent plus satisfaction. Et que tu luttes et que tu n'es pas d'accord avec ce que tu fais, mais c'est bien la preuve que c'est plus fort que lui et qu'il n'a pas envie, mais qu'il ne peut pas s'empêcher de le faire. Et donc, moi, je pense que ça serait intéressant, là, de vous donner la définition de ce que c'est une addiction. Alors, bien sûr, pour toute recherche scientifique, hein, on va sur des sites dont la véracité et les sources sont les meilleures. On pourrait aller sur Alcool Info Service dont je vous parlais tout à l'heure, mais on va aller sur le DSM-5. Qu'est-ce que c'est le DSM-5? C'est un peu le dictionnaire et la bible, de toutes les pathologies psychiatriques, mais c'est à l'américaine, le DSM-5. Alors en gros, ça donnerait ça une addiction, c'est que le produit est souvent pris en quantité plus importante ou pendant une période plus prolongée que prévu. Bah, on veut boire un verre et on finit à se saouler la tête toute la nuit et beaucoup, beaucoup. Ensuite, il existe un désir persistant ou des efforts infructueux pour diminuer ou contrôler l'utilisation du produit. C'est ça, des efforts infructueux. L'utilisation répétée du produit, conduisant à l'incapacité de remplir des obligations majeures. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Des activités sociales, occupationnelles ou récréatives importantes sont abandonnées ou réduites à cause de l'utilisation du produit. Et bien sûr, il y a l'inverse, c'est qu'on articule ses occupations, ses hobbies, ses fréquentations autour de cette consommation même, d'ailleurs. Et un des points plus importants, en vrai, c'est ça. L'utilisation du produit est poursuivie bien que la personne sache avoir un problème psychologique ou physique persistant ou récurrent, susceptible d'avoir été causé ou exacerbé par cette même substance.
Et donc c'est ça, on sait que c'est mal, on sait que ça nous cause du tort, mais on ne peut pas s'empêcher de le faire. Et voilà, en gros, c'est un peu l'introduction de tout ça. Il y a plein de tests, il y a plein de questionnaires et tout. Et j'ai moi-même perdu la suite du texte. On va poursuivre la lecture. L'abstinence n'était au final pas plus une question de volonté qu'une question d'orgueil. À savoir si je devais devenir un sportif obsédé par sa ligne, un jeune converti, un maître yogiste, ou encore l'un de ces végétariens de mes couilles. À l'époque, à mon avis, je n'aimais pas trop les végétariens, ou alors je n'aimais pas trop cette mode du véganisme, peut-être. Je ne sais pas, c'était il y a longtemps. Je mis du temps à comprendre que je pouvais très bien assumer être un alcoolique abstinent. Je sais pas si j'en parle dans le texte, mais je vais me permettre une petite parenthèse. J'essaie justement de voir si je dois endosser, intégrer, représenter une nouvelle identité. Parce que, en fait, les gens ne comprennent pas. Quand on entame une démarche qui est ralentir sa consommation ou arrêter de boire, quel que soit, hein, ça peut être l'alcool ou n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on va arrêter de faire certaines choses, c'est logique. Et on va arrêter de fréquenter certaines personnes aussi. Non pas qu'elles soient nocives, mais c'est qu'on met en place un changement. Donc il y a forcément des incidences sur le quotidien et sur l'entourage. Et donc des gens qui ont été habitués à nous voir faire quelque chose, quand ils nous voient changer, ils comprennent pas. Donc ils nous posent des questions. Et donc c'est pour ça que j'étais obligé, non pas de mentir, mais c'est que les gens ne comprenaient pas, même si je leur disais que j'avais un problème. Ils étaient là à me dire nanana. Et donc moi je sais que j'avais trouvé cette excuse de je fais un régime pour prendre du muscle, j'ai besoin d'arrêter l'alcool, j'ai vu que apparemment ça avait des bénéfices si tu arrêtais de boire pendant un certain temps, donc je fais ça pendant une semaine, 2 semaines. C'est vraiment le but de prendre plus de muscles. J'étais pas sportif du tout à l'époque, hein. J'étais obligé de mentir parce que les gens ne voulaient pas comprendre. Et donc pour qu'ils comprennent, bah, j'étais obligé de leur donner la réponse qu'ils aimeraient le plus et qu'ils arrêtent de me saouler après. Et c'est pareil, quand tu dis aux gens que tu ne bois pas, eh ben, ils vont penser que ah, l'islam, mais c'est l'islam. Voilà, bref. Et je vais encore faire une parenthèse. C'est pour ça que je disais à la fin de la partie 1, si vous êtes intéressé par un témoignage beaucoup plus poussé sur ça, les addictions, parce que j'en ai eu plusieurs et j'en ai encore aujourd'hui, on va pas se mentir, eh bien je peux répondre à des questions ou en tout cas faire quelque chose de beaucoup plus large. Mais là, c'est vrai que vu qu'on arrive à la fin du texte, je me permets de témoigner un peu plus parce que c'est une nouvelle journée. Ceci n'est pas enregistré à la suite de l'émission précédente, on est quelques jours plus tard. Donc c'est vrai que j'ai pu mûrir mon concept, mûrir mon projet, mûrir la façon dont je vous parle, etc., etc. Et peut-être que je suis un peu plus en forme parce que vous ne le savez pas, mais j'ai eu beaucoup de bonnes nouvelles aujourd'hui, de très bonnes nouvelles, mais ceci n'arrive que à la fin d'une période complètement sombre et complètement difficile. Donc ce sont des bonnes nouvelles qui viennent clore un chapitre, qui viennent mettre un terme à une période vraiment pourrie de ma vie. Bref, donc peut-être que je suis de bonne humeur aujourd'hui, assez loquace, assez jouasse. Anyway. Donc il est écrit dans le texte, je mis du temps à comprendre que je pouvais très bien assumer d'être un alcoolique abstinent. Il y a ça. L'inverse, c'est non pas d'assumer d'être un alcoolique abstinent, mais d'être un alcoolique tout court. Et c'est vrai que quand j'étais dans le tout début de ces démarches, de comprendre que j'avais un problème vraiment, que j'ai été atteint d'alcoolisme, parce que oui, c'est une pathologie, c'est une maladie. Il y en a beaucoup qui seront pas d'accord, il y en a beaucoup qui diront que nani, nana. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, c'est une maladie. C'est une maladie dont on peut se guérir, en tout cas les symptômes, mais c'est toujours au fond de nous. Je vous parle d'expérience, je vous parle après lecture d'articles, après avoir rencontré des professionnels. Malheureusement, s'il y a des alcooliques qui m'écoutent, vous le serez toute votre vie et seule l'abstinence vous tiendra loin de toutes ces mésaventures que vous êtes en train de traverser. Bref, ce que je voulais dire, c'est donc assumer d'être un alcoolique, c'est ce qui s'est passé et en fait, c'est là où ça a été le pire. C'est là où ça a été vraiment le plus pas le plus compliqué à vivre parce que justement, j'étais réjoui, j'étais relâché d'un poids, mes épaules étaient bien plus légères, mais c'était une catastrophe parce que vu que je m'assumais, vu que je savais qu'il y avait un problème, j'étais là: «Bah oui, mais ce n'est pas de ma faute, c'est mon problème». Et ben, on se dédouane complètement et c'est un peu être dans le déni. C'est beaucoup trop facile. Parce que vu qu'il n'y a personne d'extérieur à blâmer, c'est la faute de personne, en fait, de ce qu'on fait. C'est pas eux qui nous mettent de l'alcool dans la bouche. Et vu qu'il n'y a personne à blâmer, bah là, au moins, on peut dire que c'est la faute de l'alcoolisme. Et j'étais tellement heureux, et c'est là où j'ai fait de plus en plus de la merde. Et je pense que c'est peut-être même grâce à cette époque
à ce truc-là de «je suis alcoolique». C'est avéré, voilà, que j'ai compris que oui, t'es alcoolique, mais c'est pas bien d'en être fier ou du moins c'est pas comme ça que ça ira mieux. Voilà. Assume-le, c'est bien, mais mets en place des choses et agis en fonction, mon coco. Parce que là, tu es en train de faire de la bêtise, pour être poli. Et on va raccrocher les wagons et on va reprendre la lecture. C'était il y a 5 mois, on m'avait dit que je n'avais aucune volonté pour essayer de boire mieux, que je m'écoutais trop et que je devais faire attention. Et donc là, petite dédicace à ma copine de l'époque, c'est sa vision, sur mes consommations et en tout cas la vision qu'elle avait de la maladie, de qu'est-ce que c'est l'alcoolisme était très mauvais. Voilà. Sa manière de m'épauler était très mauvaise. La manière dont elle m'aidait verbalement était très mauvaise, mais on ne peut pas lui reprocher parce que c'était sa vision à l'époque et on ne peut pas demander à quelqu'un qui a des valeurs et des opinions et qui pense que l'alcoolisme n'est pas une maladie et que non, c'est juste une question de volonté. Alors cette jeune femme sera excusée parce que, bien évidemment, elle en a payé les pots cassés. Mais j'invite tout le monde à se renseigner un peu plus si vous êtes dans l'entourage. Non, ce n'est pas qu'une question de volonté et on ne peut pas essayer de boire mieux. Et que si on estime qu'on a un problème, ce n'est pas parce qu'on s'invente un problème, c'est parce qu'il y en a un. Voilà. Et le narrateur écrit soit. Alors, je maugréerai, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est maugréer au futur, je maugréerai. Alors peut-être qu'il y a des gens qui ont arrêté l'école en quatrième. Maugréer, je vais vous donner la définition parce que c'est toujours intéressant de connaître des mots en plus. Donc on va aller sur le site, je vous le rappelle, CNRTL pour les meilleures définitions de la France. Maugréer, c'est montrer sa mauvaise humeur, son mécontentement, son impatience, sa réticence, en prononçant des paroles à mi-voix. Voilà, c'est un peu parler dans sa barbe en étant de mauvaise humeur. Et donc le futur, c'est maugréerait. Et voilà donc le narrateur, en se sachant abstinent à contre-cœur, maugréerait en sirotant un jus de pomme, en me rassurant comme quoi j'aurais pu foutre ma vie en l'air. En cas de trop grand manque, j'irai caresser les chevaux. Donc ça, c'est une référence à un film, je sais plus lequel, c'est un film français. Vous savez, je crois que c'est une fille handicapée et qui doit faire des injections. Attendez. Ah, attendez, je crois que c'était ni rouille ni d'os, là, un truc comme ça. Ouais, je crois que c'était ça. De rouille et d'os en 2012. Donc voilà, c'était à l'époque où j'écrivais ça, donc de rouille et d'os. Donc j'irai caresser des chevaux faisait référence à ce film de rouille et d'os. Et je me souviens plus du tout de l'histoire, mais je crois qu'à un moment justement, ils vont, ça s'appelle de l'équitothérapie, équidothérapie, l'équithérapie tout court. L'équithérapie, c'est un soin psychique qui est médiatisé avec un cheval. Donc on s'en sert beaucoup et c'est vrai que c'est avéré. Il y a des études qui ont montré que ça a aidé, certaines personnes avec des troubles psychiques, voilà, des troubles et en fait, le cheval, contrairement à d'autres animaux, vu que c'est grand, vu que c'est machin, vu que ça reste, une proie, c'est pas agressif, voilà, le cheval permet de soigner quelques troubles. On parle bien de thérapie, hein, l'équithérapie et voilà, donc dans ce film de Rouillé d'os, il faisait de l'équithérapie et moi, j'en parle dans ce texte. Et j'en avais parlé sur ce forum et les gens avaient trouvé l'image très belle, mais elle n'était pas de moi. Alors petite dédicace aux scénaristes Craig Davidson, Jacques Audiard, Thomas Bidegain. Messieurs, merci. En cas de trop grand manque, j'irai caresser des chevaux et jeter un temps une certaine ligne de conduite et trinquer à la Bavaria 0,0% comme effet placebo vu que je ne pus me passer de ma bière du jour au lendemain. Alors c'est vrai que je me suis servi des bières, 0 comme, placebo. Quand j'avais beaucoup trop envie de boire, bah, au lieu de craquer, je buvais une bière 0. Très efficace sur le moment. Moi, je pense que c'était peut-être pas une bonne idée, mais en tout cas, c'est vraiment pas bon. Ça joue un peu avec ton cerveau. En vrai, la bière 0, je ne sais pas si, tout le monde pense la même chose, mais ça, me donnait l'impression, mais juste d'être en gueule de bois, c'était très bizarre. Ouais, je sais pas du tout. Petit point culture, comment est-ce qu'on fait des bières sans alcool ou des rhums, des gins sans alcool? Est-ce que vous le savez? Moi, je le sais parce que j'avais demandé à quelqu'un une fois. Et comment, je pensais qu'on faisait bouillir et que, comme quand on cuisine, par exemple, un bœuf bourguignon, vous savez, les vapeurs de l'alcool, donc on peut manger un bœuf bourguignon si on est abstinent, il n'y a pas de problème. Mais en fait, non, c'est pas en faisant bouillir, c'est avec une grosse centrifugeuse. Il faudrait que je regarde en même temps que vous là. Mais c'est une centrifugeuse qui fait que les molécules d'alcool se collent aux parois et puis arrivent à filtrer comme ça. Est-ce que vous voulez que je demande à Internet comment faire des boissons
sans alcool. Bien sûr, la requête ne comprend pas ce que j'essaie de savoir. Et je crois même qu'il y a du vin sans alcool. Alors, Internet me dit que on peut faire évaporer l'éthanol à partir de 78 degrés et la bière est chauffée à 80 degrés. Ok, bon, bah au final, j'étais pas dans l'erreur en pensant ça. Moi, je vais quand même demander autre chose. Ok. Je veux savoir si cette technique de centrifugeuse industrielle existe. Parce que, après ça, c'est peut-être les processus maison, justement. Je suis en train de regarder, hein. Alors, pour la petite information, j'ai goûté du gin et du rhum sans alcool. Le gin sans alcool, c'était pas très bon. Parce que c'était pas du gin, c'était en fait une infusion de plusieurs plantes qui te reproduisait le goût du gin. Je me souviens plus quel goût ça avait. Mais en tout cas, le rhum sans alcool, c'était délicieux. Bon, et bien, c'est la première fois. En gros, je sais pas si vous savez comment on fait de l'alcool, tout le monde. On fait macérer un produit sucré, un légume. Bon, pas forcément légumes. La vodka, c'est fait à base de patates. Le rhum à base de canne à sucre. Le vin à base de raisin. La bière à base de houblon ou d'orge, si je dis pas de bêtises. On peut faire de l'alcool avec n'importe quoi qui est sucré. Enfin, en tout cas, ouais, la bactérie va grossir et se développer. Donc la bactérie, grâce au sucre, donc elle va manger le sucre et elle va créer de l'alcool. Et en fait, comment est-ce qu'on sépare l'alcool, par exemple, pour faire une eau de vie? On fait chauffer et en fait, les molécules d'alcool sont légères. Donc en fait, ça va partir avec la vapeur, ça va venir, bah, ça dépend comment on fait, mais par exemple, on va prendre l'exemple ghetto pour si jamais vous êtes en prison et que vous voulez faire de l'alcool. Vous faites chauffer donc votre truc macéré, vous mettez du film plastique au-dessus de la casserole et en fait, la vapeur qui contient l'alcool va venir se poser sur votre film plastique et vous mettez de l'eau froide par-dessus, donc à l'extérieur, un petit verre d'eau froide versé par-dessus. Avec le poids, ça va creuser le film plastique. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Et vu que l'eau est froide, ça va venir décondenser la vapeur et la rendre liquide. Je sais pas si vous me suivez. Et là, vous récupérez les gouttes qui tombent. Bref, on appelle ça distiller dans les alambics et tout. Bref. Donc c'est comme ça qu'on crée de l'alcool. Et ben en fait, enlever l'alcool, ça va être le même principe. Vous faites pareil, mais sauf que vous récupérez l'alcool et vous le virez. Je sais pas si j'ai été clair, j'espère que oui. Sinon, vous allez regarder sur internet. Et je reviens au truc principal, ce truc de centrifugeuse, oui, existe. Alors c'est pas vraiment une centrifugeuse. En français, ça s'appelle colonne à cône rotatif ou spinning cone column. Et en gros, c'est énorme, hein, c'est taille industrielle. C'est une trentaine d'entonnoirs qui tournent. Et en fait, plus le liquide va descendre dans les entonnoirs, plus en tournant, ça va diviser la densité du liquide et avec la vapeur, ça va monter. Donc là, vous récupérez la molécule d'alcool. Mais c'est froid et donc c'est moins agressif, c'est plus savoureux. Et on va dire que c'est comme ça que vous faites un truc bon. Donc la bière 0%, à mon avis, ça doit être chauffé à la casserole et c'est pour ça que c'est dégueulasse. Déjà que la Kronenbourg, c'est dégueulasse. Alors de la Kronenbourg sans alcool, vous imaginez bien que c'est encore pire. Bref, une digression exceptionnellement longue, mais écoutez, c'était dans la description de l'émission, vous étiez prévenus. On va revenir au texte après cette longue pause. Moi-même, j'en ai perdu le fil. Et je disais que les bières 0%, c'était dégueulasse. On est bien d'accord? Et je sais que même quand j'étais abstinent de une année, 2 années, parfois, les gens, m'achetaient des bières 0% et j'ai très vite arrêté parce qu'à chaque fois, ça me donnait mal à la tête et ouais, ça me mettait dans vraiment un état de tout caca, quoi. Tout caca donc à quoi ça sert de boire un truc qu'on n'aime pas, hein? On s'en fout. Mais l'effet placebo, à l'époque, assez utile, mais je sais pas si je recommande. De toute façon, j'en sais rien. J'en sais rien, je ne suis personne pour donner des conseils. Moi, je suis là juste pour raconter ma vie. Ah bah, voilà, je me contredis plus ou moins parce que dans le texte, il est écrit: «Cela marcha». Cela marcha. J'ai su m'ôter de la tête ce gin tonic qui m'obsédait tant et parfois, j'y repense. Ouais, bon, bah, voilà, ça a été efficace. Je recommande pas parce que c'est pas bon, mais c'est vrai que ça a été efficace. Je buvais beaucoup de bière aussi, bon, mais au moins j'avais plus ce gin tonic qui m'obsédait et c'est peut-être ça qui m'a fait augmenter ces périodes d'abstinence. C'est écrit que la première c'était une semaine et après, c'est écrit d'ailleurs: «Arrêtons de parler, lisons». Après 5 mois d'abstinence et 8 et quelques rechutes. Ah oui, monsieur l'auteur, c'est difficile. Oui, c'était difficile. Oui, c'est difficile. Après 5 mois d'abstinence et 8 et quelques rechutes, quel alcoolique étais-je devenu? Hum. Aujourd'hui, alors en 2015, hein, on rappelle. Aujourd'hui, je me refuse tout en torse, mais je n'ai pas réussi à tout arrêter. Pour moi, je ne bois plus, mais je bois toujours. Je relâche la pression à certains moments, c'est obligé.
Je choisis à quel moment je peux boire de nouveau et je reprends le risque de finir sur le carreau. Ouais, parce que s'autoriser à boire, c'est bien, mais vu qu'on n'arrive pas à s'arrêter, il faut savoir quand le faire. Donc apparemment, je mettais du cadre et je me permettais de faire n'importe quoi, vu que je savais que je pouvais pas maîtriser, j'avais un filet de secours, quoi. C'est comme arrêter de fumer 30 cigarettes par jour et s'en garder une de temps en temps avec les copains. Ai-je eu d'autres trous noirs depuis? Aucun. Félicitations, monsieur l'auteur. Me manquent-elles les bières au comptoir entre potes? Plus que jamais. Est-ce que j'arrive à aller à des fêtes sans boire? Ouais, j'y arrive, mais on s'y fait quand même très vite chier. Surtout à ce moment où les âmes s'étiolent avec les vapeurs d'alcool. Ai-je repris mes mauvaises habitudes? J'ai quand même besoin d'une bière sans alcool à certains moments de ma journée. Alors je ne sais plus trop, mais ouais, ouais. Quand on fait la transition de continuer à sortir dans les bars ou aller à des soirées où les gens boivent beaucoup, on se rend compte qu'on s'ennuie très très vite. C'est vraiment pas pareil. Au-delà de se sentir déconnecté, c'est vrai qu'il y a un moment, le début tout va bien, après c'est marrant, voilà, les gens se désinhibent, il commence à devenir un peu, plus joyeux. OK, c'est cool, on se marre bien et c'est vrai qu'après alors j'imagine qu'il y a des gens qui n'ont jamais bu d'alcool et qui subissent ça à chaque soirée et peut-être d'ailleurs c'est pour ça qu'ils sortent pas autant que vous, tout le monde là. Mais quand les gens commencent à vraiment être saouls, c'est une catastrophe. Sobre, c'est une catastrophe. On n'est pas du tout dans leur délire, on n'est pas du tout dans le même espace-temps. Non. Vous courir après parce que vous faites n'importe quoi, que vous traversez la rue pour aller parler à je ne sais qui que vous connaissez pas, juste parce que c'est marrant. Insupportable. Et toutes ces embrouilles où, il y a un vous êtes à 6 et puis il y a un groupe là, un groupe là, un groupe là. Non, c'est insupportable. Insupportable. Et ça, on s'en rend compte, mais vraiment que sobre, hein. Vraiment, hein. Hein, les sobres. Ceux qui n'ont jamais bu de leur vie là, parce que c'était pas dans leur éducation, qu'ils ont jamais été tentés ou alors qu'ils savaient très bien que c'était mauvais. Franchement, je vous félicite. Et vous savez ce qui est horrible? Je me souviens d'une soirée, une soirée d'adultes, enfin une soirée d'adultes. J'avais pas 14 ans et j'étais à une soirée, on était autour de la table, voilà, dans un espace, c'était une contre-soirée dans la soirée et il y avait un type, j'étais là avec la bouteille, je voulais lui servir un, il me dit: «Je bois pas d'alcool» et tout le monde vous le dira, je l'ai saoulé pour qu'il boive. J'étais là: «Mais tu te rends pas compte de tout ce que tu rates, mais tu es bête, mais vas-y, mais bois, bois avec moi, bois tout court». Ouais, tu manques, tout là, comment tu peux t'amuser, blablabla, blablabla. Pathétique. Avec du recul, c'est pathétique. Mais c'est surtout, en fait, ce truc français de ne pas comprendre la différence et de vouloir vraiment entraîner les gens dans leur décadence et dans leur déchéance. C'est vraiment français, ça, je trouve. Ouais, c'est vraiment français. Alors, on va reprendre la lecture. Beaucoup de travail a été fait et encore, autant reste à faire. Mais comme les rares occasions où j'ai rebu, j'avais toujours cette envie de plus. Je sais que je n'en ai pas fini avec l'alcoolisme. J'arrive à prendre le dessus parfois, mais je suis un peu moins faible à chaque fois. Et je pense que je serai alcoolique pour toujours, mais j'ai décidé que j'allais tout faire pour ne pas être obligé de m'arrêter. Je ne suis pas prêt. Je ne veux tout simplement pas. Et le cas échéant, je serai malheureux, mais si je n'ai pas le choix, je ne sais pas trop, je l'envisage pas encore. Voilà, donc le narrateur est tu perds, il est vraiment perdu dans sa vie et surtout, c'est ça, il n'est pas d'accord. Parce que sa balance, admettons qu'il a fait un tableau avec les plus et les moins, sa colonne de plus, elle est incroyable. Tout ce que l'alcool lui apporte, tout est associé à du moment de bonheur, à tous ces trucs qu'il fait avec ses amis, les bons moments, les souvenirs qu'il a, tous ces souvenirs-là, il n'arrive pas à conceptualiser que tout ça sera possible même sans l'alcool. Tu l'y as associé, mais ce n'est pas collé. Tu peux le dissocier. Et à l'inverse, imaginez toutes ces mêmes activités dans la sobriété, c'est inconcevable, impensable, inimaginable. Alors, c'est là le piège, c'est là l'erreur, mais c'est normal, c'est un processus parce qu'en fait, on a cette, identité, enfin, on est nous, quoi et endosser une nouvelle identité parce que oui, en fait, c'est bien ça. Être abstinent, c'est endosser une nouvelle identité qu'on n'a pas, qu'on doit créer, qu'on doit intégrer au plus profond de notre être et qu'on doit faire accepter par les autres et c'est bien là le piège, c'est parce que vous allez voir, si jamais vous êtes en train de traverser ça ou que vous connaissez ça d'ailleurs, je ne sais pas. Mais les gens ne veulent pas que vous vous en sortiez dans la vie. Les gens ont besoin que vous soyez les mêmes, parce que si vous êtes en train de changer vers quelque chose de différent, eh bien eux, ça va leur envoyer le fait qu'ils sont dans l'incapacité de changer. Ils ne sont pas prêts. Donc ils vont vous en empêcher. Alors déjà que c'est compliqué
d'être d'accord avec soi-même, de faire tout ça. Alors si en plus on vous rajoute vos meilleurs amis, votre top 3 de vos proches, qui vous disent que vous êtes en train de faire n'importe quoi, que vous êtes moins drôle, que vous êtes moins ouais, moins marrant, que c'est un peu chiant de passer du temps avec vous, ouais, non, c'est problématique et ça m'est arrivé. Je donnerai pas les noms. Mais tout ça pour dire que on se rend compte qu'on a dans son entourage des gens qui sont vraiment associés à cette activité et si on enlève ce lien, eh bien tout s'effondre parce qu'il n'y avait rien d'autre qui était construit. Et à l'inversement, on peut aussi s'apercevoir que on pensait que c'était un lien, mais en fait, l'amitié est plus forte et on peut très bien s'en passer. Je donnerai pas les noms non plus. Voilà, c'est, ce que je vous dis que ça a été écrit en 2015 et je sais pas trop, quand je l'ai écrit, je m'en souviens plus. Peut-être 2016, peut-être 2017, peut-être 2018, je vous avoue, mais ça me fait un peu mal au cœur de voir que c'était aussi difficile et ça me replonge, je vous parle pas des souvenirs et tout, ça c'est pas grave, c'est la vie, mais c'est vraiment cette dualité entre ce qu'on aimerait, ce qu'on veut, ce ce qu'on sait qu'on doit faire, mais on n'arrive pas à le faire parce qu'on veut pas le faire et qu'on voit que c'est une montagne et tout. C'est c'était vraiment le plus difficile, en fait et c'est pour ça que ça a pris autant de temps et autant de manières et de tests. C'est un peu comme si j'allais prendre l'exemple de c'est un peu comme si on était Dieu et qu'on devait créer le monde, mais désolé s'il y a des croyants monothéistes, donc je vais m'abstenir de cet exemple, mais on va dire que c'est comme si vous essayez de faire un gâteau, mais qu'on vous a jamais donné la recette. Bah, allez comprendre qu'il faut mettre de la levure, à l'intérieur pour que ça gonfle ou allez comprendre, qu'il faut mettre le sucre dans les jaunes d'œufs et après, ceci, cela. Ou que si vous mettez trop de lait, c'est trop liquide. Vous imaginez pas la tonne de gâteaux qu'il faut faire avant de comprendre ça, quoi. Déjà, il faut choisir les bons ingrédients. Ensuite, il faut trouver la bonne manière de les assembler, peut-être dans un certain ordre. Ensuite, il faut comprendre la cuisson dans le four, quel type de plat, beurrer et fariner le bord du plat. Ah, tout ça, c'est des tests et des tests. Et vous avez envie de manger votre mi-cuit au chocolat, là, parce que vous l'avez vu en photo sur les réseaux. Il vous donne envie, mais comment on fait? Comment on fait? Donc vous allez manger votre chocolat, cru. Alors plutôt, on va plutôt dire que vous avez accès à des mi-cuits au chocolat, mais qui vous coûtent la moitié de votre salaire et que vous êtes accro aux mi-cuits et que vous êtes obligé de niquer la moitié de votre salaire pour manger ça. Et qu'on vous dit que ça vous coûterait seulement 10 balles si vous le faisiez vous-même. Ah bah ouais, bah c'est ça, vous finissez pauvre, mais vous continuez à manger votre mi-cuit. Ou alors vous apprenez à le faire vous-même, mais débrouillez-vous. Je pense que c'était un très très mauvais exemple, mais je n'ai pas trouvé mieux. Et on va arriver à la fin de ce texte. Et le dernier paragraphe, c'est celui-ci. Et si à tout hasard vous croiseriez dans quelques années le haut sans culotte, arrêtez-vous-y et je vous offrirai quelque chose à boire. Et moi, j'aurai un Bloody Mary avec ou sans vodka. Ça dépendra de ce qui se passe à l'avenir. Et je vous fais des bisous. Voilà comment se termine ce texte. Eh bien, je peux vous assurer que il n'y aura pas de vodka dans mon Bloody Mary. Soyez-en sûrs, c'est certain. Alors en tout cas, cette fin de lecture, on n'est pas trop allé faire des recherches sur internet, je vous ai pas appris grand-chose, je pense, mais vous sensibiliser, c'était quand même quelque chose d'important, c'était peut-être plus important que le reste. Alors si vous étiez très amoureux de moi aujourd'hui, malheureusement je suis dans le regret de vous annoncer que l'émission va s'arrêter maintenant car tout a été dit et tout ce qui serait rajouté, je pense, pourrait être superflu. Restons simples, restons concis et je vous invite à poursuivre vos écoutes sur d'autres émissions. Je vous le rappelle, vous étiez sur la deuxième partie du troisième épisode, du troisième texte. Félicitations à tous ceux qui sont encore là. Je vous invite à lâcher des étoiles, à lâcher des commentaires juste pour donner votre opinion, car on a besoin de progresser. Cette émission a besoin de trouver le bon rythme, le bon ton, la bonne intonation, histoire que vous puissiez savourer ça, car j'imagine que vous l'aurez remarqué, la façon dont ça a été enregistré est aussi un peu différente, et on verra vers le futur ce vers quoi on va tendre. En tout cas, si vous m'avez trouvé un tout petit peu fou, ne vous inquiétez pas, comme je l'expliquais précédemment dans les autres émissions, j'ai un suivi psychologique et psychiatrique, tout est sous contrôle. Les professionnels de la santé veillent au grain. Alors je vais vous souhaiter une bonne poursuite de votre journée ou de votre nuit, qu'importe. Je vous embrasse. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'au bout cette émission. Je vous dis à la prochaine et je vais raccrocher à 3, d'accord? 1, 2, 3. À bientôt sur les ondes. Vous étiez sur l'émission Les Escaliers. Bisous.